Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Persuasion, une méthode révolutionnaire pour influencer et persuader, par Robert Cialdini, lu par Bertrand Maudet. À Hailey, Dawson et Leia, je n'ai jamais aimé être mené à la baguette par mes supérieurs, jusqu'à ce que j'aie des petits-enfants pour en découvrir tous les plaisirs. Remerciements. Ma reconnaissance va à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du présent ouvrage. En tête de liste figure Bobette Gordon, qui a pleinement vécu ce projet, de la première à la dernière ligne, me faisant bénéficier de son esprit vif, de son oreille attentive et de son cœur généreux. D'autres personnes, Doug Kenrick, Greg Neder, Linda Demen, Jennifer Jordan, Jerry Allen et Charlie Munger, ont lu un ou plusieurs chapitres et fait d'excellentes suggestions. D'autres encore m'ont fait part de leur avis toujours précieux sur l'ensemble du manuscrit. Nigel Wilcoxon a proposé des révisions pertinentes et d'excellentes recommandations. Andrew White m'a montré comment enrichir le contenu grâce à des informations glanées sur Internet. Richard Cialdini et Catherine Wansley-Cialdini ont enduré de longues séances de relecture lors de la rédaction des chapitres, tout en gardant l'esprit assez clair pour m'offrir des observations bienvenues et une aide considérable. Anna Ropieka a fait des commentaires remarquables, dans la mesure où ils venaient à la fois d'un esprit profond et d'une personne non anglophone, ce qui m'a poussé à affiner ma réflexion et à épurer mon style. Enfin, 2 professionnels de l'édition méritent une mention spéciale. J'adresse mes remerciements à chacun d'eux et les recommande vivement à tout futur auteur. Je bénis mon agent, Jimmy Levine, qui m'a guidé pendant tout ce projet avec un professionnalisme, un sens de la déontologie et une perspicacité de tous les instants. Ben Lonen, mon éditeur chez Sim Winchester, s'est révélé être un partisan convaincant de ce projet et un conseiller éditorial remarquable pendant le processus d'écriture. On doit la qualité du résultat à son investissement. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir compter sur la contribution et le soutien de toutes ces personnes. Avant-propos de l'auteur. En 1946, W. H. Auden a publié un poème comprenant un sévère conseil. Ne vous mêlez pas aux statisticiens et ne commettez pas de sciences sociales. Pendant longtemps, même les décideurs haut placés semblaient être d'accord, préférant fonder leur choix sur l'intuition, l'expérience personnelle et l'anecdote. Bien que le nom ait dû changer dans les 2 cas, la statistique est devenue l'analyse de données et la science sociale la science comportementale, cette époque est révolue. Elle a fait place à une ère de la prise de décision fondée sur des données probantes dans les principales institutions de la société: entreprises, administration, éducation, défense, sport. Il s'agit de privilégier les informations émanant d'analystes de mégadonnées et de spécialistes de l'étude du comportement. Je ne sais pas précisément comment la transformation s'est opérée dans le domaine de l'analyse statistique, mais j'ai été le témoin direct de son apparition dans la science de l'étude du comportement, grâce à mon expérience de psychologue social et en tant qu'auteur d'influence. Quand Influence est paru en 1984, son impact a été mineur. Les chiffres de vente étaient si décevants que mon éditeur supprima les fonds alloués à la publicité et à la promotion de l'ouvrage, m'expliquant qu'agir autrement reviendrait à jeter l'argent par les fenêtres. Peu de gens s'intéressaient à ce qu'un psychologue social pouvait dire sur l'influence sociale. Ce phénomène prit fin 4 ou 5 ans plus tard, quand les ventes de ce livre se mirent à grimper, finissant par atteindre le niveau d'un ouvrage à succès, qu'il n'a plus jamais quitté. Je pense savoir ce qui a provoqué ce tournant positif: le temps. À ce moment-là, l'idée de prendre des décisions en se fondant sur des données probantes commençait à faire son chemin, et Influence offrait des preuves, émanant de la recherche scientifique en psychologie sociale sur la persuasion, qui n'existait pas auparavant, ou tout du moins n'était pas facile à trouver. 2 autres facteurs ont joué un rôle dans le succès actuel de cette analyse psychosociale, et par extension, d'influence. Le premier est l'émergence de l'économie comportementale, un mode de compréhension des choix économiques humains qui a rivalisé, voire dans certains domaines, supplanté la pensée économique classique.
Tout en délimitant son propre territoire, l'économie comportementale a néanmoins intégré des aspects de la pensée psychosociale, par exemple le caractère souvent irrationnel du comportement de l'être humain, et de sa méthodologie, expérience aléatoire avec groupe témoin. Certains de mes collègues ont le sentiment que les économistes comportementaux les ont privés du crédit qu'ils méritent en s'appropriant diverses découvertes sans reconnaître qu'il existait déjà des conclusions similaires dans le domaine de la psychologie sociale. Je ne partage pas ce ressentiment. S'il existe certains recoupements, ils ne sont pas généralisés. En outre, l'économie comportementale a renforcé la notoriété de la psychologie sociale en adoptant certaines de ses caractéristiques essentielles et en les légitimant aux yeux des décideurs. Il y a seulement 10 ans, les psychologues sociaux n'étaient pas invités à des conférences internationales sur les politiques publiques ou économiques. Encore une fois, cette époque est révolue. L'autre facteur qui contribue à l'adoption actuelle des approches psychosociales est la nouvelle volonté des psychologues sociaux de présenter leurs travaux et la pertinence de ceux-ci au public. C'est un volte-face auquel, j'aime à le dire, Influence a participé. Avant sa publication, la plupart de mes collègues ne se sentaient pas professionnellement à l'aise pour s'adresser au grand public. En effet, si la psychologie sociale avait été une entreprise, elle aurait compté de grandes unités de recherche et de développement, mais pas de services d'expédition. Nous n'expédions rien, sauf des articles de presse, entre confrères et consoeurs, que le grand public ne risquait pas de lire. Une observation du juriste James Boyle en résume bien la principale raison. Vous n'avez jamais entendu s'exprimer une véritable condescendance tant que vous n'avez pas entendu des universitaires prononcer le mot vulgarisateur. Il en va autrement aujourd'hui. Les psychologues sociaux, ainsi qu'une foule d'autres spécialistes du comportement, communiquent avec toute la société comme jamais auparavant, dans des blogs, articles, vidéos et ouvrages très appréciés. À cet égard, la science de l'étude du comportement connaît son âge d'or. Présuasion vise à enrichir le corpus des informations de la science du comportement que les auditeurs non spécialistes trouvent à la fois intrinsèquement intéressantes et applicables à leur quotidien. Cet ouvrage identifie ce que font les bons communicants avant de délivrer un message, afin que celui-ci soit accepté. La nouveauté réside dans le choix du moment opportun. Les anciens ont repéré qu'il était judicieux de prendre des mesures en amont pour garantir un futur succès. Pour souligner l'importance de la planification, l'ancien stratège militaire chinois Sun Tzu disait « Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. » On apprend aux consultants à décrocher un contrat en devenant d'abord le conseiller de confiance du client. Dale Carnegie nous affirme ceci. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres que vous ne vous en ferez en 2 ans en tentant de les intéresser. Sage conseil. Mais il présente un inconvénient. Il nécessite des jours, des semaines, voire des mois de préparation. Est-il possible d'accroître son efficacité non seulement dans des délais aussi longs, mais également sur le champ, juste avant une communication? C'est non seulement possible, mais avéré. Les communicants peuvent remporter un plus grand succès en sachant quoi dire ou faire juste avant une présentation. L'orateur romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, Cicéron, a constaté l'emprise de longues et anciennes influences sur le comportement humain, en s'exclamant « Au temps, aux mœurs ». Présuasion se réfère à une source d'influence beaucoup plus immédiate et maîtrisable, au l'instant présent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Première partie, la présuasion, le préalable indispensable à l'orientation de l'attention. Chapitre 1. Introduction à la présuasion. Tel un agent secret, j'ai infiltré les sessions de formation d'un large éventail de métiers, dont le but est de nous faire dire oui. Pendant près de 3 ans, j'ai consigné les principes enseignés à des vendeurs automobiles, des marcheurs, publicitaires de la télévision, cadres de premier niveau, leveurs de fonds pour des associations caritatives, spécialistes des relations publiques et recruteurs d'entreprises. Mon objectif était de trouver les pratiques qui portaient systématiquement leurs fruits. J'ai donc répondu aux petites annonces des entreprises en quête de stagiaires, où je me suis arrangé pour être présent dans les salles de formation, carnet à la main, prêt à assimiler les idées utilisées depuis des lustres dans le secteur de la persuasion.
Dans le cadre de ces formations, des stagiaires confirmés avaient souvent la possibilité d'accompagner, en qualité d'observateur, un professionnel chevronné. Je sautais systématiquement sur l'occasion parce que je souhaitais connaître les méthodes des professionnels pour réussir, mais aussi pour voir comment s'y prenaient les meilleurs d'entre eux. Il en est ressorti rapidement une pratique qui a ébranlé mes convictions. Je m'attendais à ce que les cracks de ces professions passent plus de temps que leurs confrères et consoeurs moins performants à façonner leurs armes, clarté, logique et séduction, pour faire changer d'avis leurs interlocuteurs. Mais non. La persuasion. Les plus doués passaient plus de temps à peaufiner ce qu'ils allaient devoir dire et faire avant de formuler leurs demandes. Ils préparaient leur mission comme ces jardiniers à la main verte qui savent que même les meilleures graines ne germeront pas dans une terre pierreuse ou ne donneront pas de bons fruits sur un sol mal préparé. Ils passaient le plus clair de leur temps à travailler dur dans les terres de l'influence, en pensant aux cultures à venir et en faisant en sorte que les situations rencontrées aient bien fait l'objet d'un pré-traitement et soient prêtes à faire pousser quelque chose. Bien entendu, les meilleurs prenaient également soin de réfléchir à ce qu'ils allaient offrir dans ces situations. Mais, contrairement à leurs collègues moins brillants, ils ne se reposaient pas sur les mérites légitimes d'une offre pour que leur interlocuteur y souscrive. Ils considéraient l'environnement psychologique dans lequel l'offre est présentée comme aussi, voire plus importante. En outre, ils n'étaient souvent pas en mesure de remanier les atouts de leur offre, puisque c'était quelqu'un d'autre au sein de leur organisation qui s'était chargé de concevoir le produit, le programme ou le plan qu'ils conseillaient, souvent sous une forme définitive. Il leur incombait de le présenter le plus efficacement possible. Pour cela, ils faisaient quelque chose qui leur offrait une force de persuasion singulière. Avant de délivrer leur message, ils s'arrangeaient pour que leur interlocuteur soit bien disposé à le recevoir. Tout cela relève un principe crucial pour tous ceux qui souhaitent apprendre à être plus influents. Les individus passés maîtres dans l'art de la persuasion atteignent ce niveau grâce à la persuasion, procédé qui consiste à faire en sorte que les destinataires soient d'emblée réceptifs à un message avant de l'entendre. Pour bien persuader, il est nécessaire de bien persuader. Mais comment y parvenir? La réponse fait notamment appel à un principe essentiel, mais méconnu de toute communication. Les premiers éléments présentés modifient la façon dont les autres accueillent ensuite notre message. Voyons comment une petite différence de méthode a amélioré le résultat financier de la société de conseil d'un de mes collègues, implanté à Toronto. Pendant des années, quand il faisait une offre pour un grand projet, il n'était pas rare que le client tique sur le prix et propose une réduction de 10 ou 15%. C'était agaçant, dit-il, car il n'était jamais facile de retoucher le budget pour rogner sur les coûts. S'il acceptait cette réduction, sa marge devenait si mince que cela valait à peine le coup de se lancer dans le projet. S'il refusait, soit il perdait le projet, soit il se retrouvait avec des partenaires mécontents parce qu'il refusait de négocier le prix. Puis, un jour, lors d'une réunion au cours de laquelle il devait faire une proposition, il trouva par hasard une manœuvre qui le débarrassa définitivement du problème. Elle ne consistait pas à tenter de spécifier ou de justifier, l'une après l'autre, chacune des dépenses associées à ses services. Il avait abandonné depuis longtemps cette méthode, qui ne faisait que conduire à un examen minutieux de la facture. Après sa présentation habituelle, juste avant d'annoncer ses honoraires, qui s'élevaient à 75 000 $, il plaisanta. « Comme vous vous en doutez, je ne vais pas vous demander $1 million pour ça. » Le client leva les yeux de la proposition écrite qu'il était en train d'étudier et dit « Eh bien, je suis d'accord. » La réunion se poursuivit sans que l'on reparle de la rémunération et se termina par la signature du contrat. Mon collègue souligne que cette tactique consistant à annoncer un tarif irréaliste pour un projet ne permet pas toujours d'emporter le morceau. Les autres facteurs concernés étant bien trop nombreux, mais presque toujours de vaincre les réticences sur le prix. S'il a découvert cette manœuvre par hasard, mon ami n'est pas le seul à profiter des effets notables d'un gros chiffre, qui, une fois lancé, pénètre l'esprit des interlocuteurs. Voici ce que les chercheurs ont découvert. La somme que les gens se disaient être prêts à dépenser au restaurant grimpait quand ce dernier s'appelait Studio 97, par rapport à Studio 17. Le prix qu'ils étaient disposés à payer pour s'offrir des chocolats belges était plus important si on leur avait demandé auparavant d'écrire 2 chiffres élevés de leur numéro de sécurité sociale. Les participants à une étude sur la performance au travail prévoyaient un investissement et des résultats meilleurs de leur part si l'étude s'appelait Expérience 27 plutôt qu'Expérience 9. Un observateur jugeait meilleure la performance d'un sportif
s'il portait un maillot sur lequel était floqué un numéro élevé. En outre, le puissant effet de ce qui apparaît en premier ne se limite pas au nombre élevé. D'autres chercheurs ont montré que juste après avoir tracé plusieurs lignes très longues sur une feuille de papier, des étudiants à qui l'on demandait d'évaluer la longueur du Mississippi donnaient un chiffre plus élevé que ceux qui avaient tracé de petites lignes. En fait, l'impact de ce qui vient en premier ne se limite pas du tout aux chiffres. Des clients chez un caviste étaient plus enclins à acheter un vin allemand si, avant d'effectuer leur choix, ils avaient entendu une chanson allemande diffusée dans le magasin. Il en allait de même avec un vin français après l'écoute d'une chanson française. Ce n'est donc pas une expérience précise qui conditionne les actes à suivre. Il peut s'agir de l'exposition à un chiffre, de la longueur d'une ligne ou d'un morceau de musique, et comme nous le verrons dans les prochains chapitres, d'un bref moment d'attention porté à des notions psychologiques très diverses. Mais dans la mesure où le présent ouvrage traite avant tout des éléments qui favorisent la persuasion, ces chapitres privilégient les concepts les plus à même de renforcer la probabilité de voir l'interlocuteur donner son consentement. Il est important de noter l'emploi du mot probabilité, qui reflète une réalité inévitable quand on traite du comportement humain. Dans ce domaine, toute revendication de certitude est ridicule. Aucune technique de persuasion ne peut garantir une efficacité à 100%. Il existe cependant des approches susceptibles d'accroître considérablement la probabilité de parvenir à un accord. Et cela suffit. Une augmentation importante des probabilités suffit à donner un avantage décisif. Dans notre foyer, cela suffit pour nous donner les moyens de mieux faire respecter nos souhaits, même par le plus résistant de tous les publics, nos enfants. Dans le monde professionnel, cela suffit pour donner aux organisations, appliquant ces méthodes, les moyens de devancer leurs concurrents, même s'ils ont eux aussi des arguments valables. Cela suffit également pour donner à ceux qui savent employer ces méthodes les moyens de s'améliorer, voire de devenir les meilleurs employés d'une organisation. Prenons par exemple un employé brillant, appelons-le Jim, puisque c'est son prénom, qui travaillait pour une entreprise dont j'avais réussi à infiltrer un programme de formation. Cette société fabriquait des systèmes d'alarme incendie pour les particuliers, et Jim était son meilleur commercial. Il ne réussissait pas systématiquement à vendre, bien entendu, mais la probabilité qu'il sorte d'une visite avec un contrat signé devenait, mois après mois, supérieure à celle de ses collègues. Après une période initiale de cours, j'ai accompagné pendant plusieurs jours divers commerciaux, afin de découvrir leur stratégie. Cela impliquait toujours de rendre visite à une famille qui avait pris rendez-vous pour une présentation. En raison de son statut de vedette, j'ai observé attentivement la technique de Jim. Il en est ressorti un élément bien précis, au cœur de sa réussite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il instaurait une aura de confiance avec la famille. La confiance est l'une des qualités requises pour obtenir le consentement de l'interlocuteur, à condition qu'elle ait été instaurée avant la formulation de la demande. Malgré les tonnes de rapports scientifiques et les tas d'ouvrages qui établissent le rôle de la confiance et suggèrent des moyens de l'obtenir, Jim avait une façon de s'y prendre que je n'avais jamais vue nulle part. Il faisait semblant d'être maladroit. La procédure enseignée à tous les commerciaux de l'entreprise correspondait peu ou prou à ce qui se faisait dans ce secteur d'activité. Après avoir échangé de menus propos afin d'établir une bonne relation, le commercial faisait passer aux clients potentiels, généralement un couple, un test écrit de 10 minutes sur leur connaissance en matière de sécurité incendie, destiné à leur montrer qu'ils ne savaient pas grand-chose sur les dangers encourus. Puis, une fois le test effectué, le commercial commençait l'argumentaire en faisant une démonstration du fonctionnement du système d'alarme et en passant en revue, avec les clients potentiels, une documentation vantant la supériorité du système en question par rapport à ceux de la concurrence. Tous les commerciaux de l'entreprise emportaient avec eux cette documentation et la gardaient à portée de main chez le client potentiel. Tous, sauf Jim. Il attendait que le couple ait commencé le test, puis se frappait le front et disait « Mince, j'ai oublié une documentation importante dans ma voiture et j'en ai vraiment besoin. Mais je ne veux pas interrompre le test. Ça vous dérange que j'aille le chercher? Je reviens tout de suite. » La réponse était toujours la même. « Bien sûr, allez-y. » Souvent, cela impliquait qu'on lui donne la clé de la porte d'entrée. J'ai assisté à 3 présentations de Jim. À chaque fois, son étourderie apparaissait de la même façon et au même moment. Ce soir-là, pendant le trajet du retour au bureau, je l'ai interrogé sur cette technique de l'étourderie. Par 2 fois, il ne me répondit pas franchement, contrarié par le fait que j'essayais de découvrir son secret de vendeur.
Face à mon insistance, il lâcha. « Tu vois, Bob, qui laisses-tu entrer et sortir seul de chez toi? Seulement quelqu'un en qui tu as confiance, n'est-ce pas? Je veux que les familles m'associent à la notion de confiance. » C'était une astuce vraiment brillante. Pas tout à fait moralement respectable, mais néanmoins brillante, car elle intégrait l'une des affirmations centrales de ce livre. Les choses influentes que nous disons et faisons en premier sont destinées à persuader notre public. Elles y parviennent en modifiant la connotation, dans son esprit, de ce que nous disons et faisons ensuite. Au chapitre 7, j'avance l'argument selon lequel toute activité mentale est un schéma d'association au sein d'un vaste réseau neuronal complexe, et les tentatives pour influencer l'autre ne portent leurs fruits que si les associations qu'elles provoquent favorisent le changement. La tactique de Jim illustre à merveille ce principe. Pour devenir un brillant commercial, il n'a pas été obligé de modifier les caractéristiques du système d'alarme qu'il proposait, ni la logique, la formulation ou le style de son argumentaire. En fait, il n'a pas du tout dévié de la présentation standard. Il s'est contenté d'emblée d'inspirer confiance. Les autres associations, extrêmement positives, qui venaient ensuite, se retrouvant alors liées à sa personne et à ses conseils. Même sa méthode peu orthodoxe, consistant à relier son image à la notion de confiance, était purement associative. Il n'affirmait pas être le genre de personne, ami proche ou membre de la famille, auquel on ouvre grand la porte de chez soi. Il s'arrangeait juste pour être traité comme une personne digne de confiance. À noter que cette tactique était la seule véritable différence que j'ai remarquée entre les présentations de Jim et celles de ses collègues bien moins talentueux. Telle est la force d'une simple association. Ceci dit, l'instauration d'un climat de confiance n'est qu'un des premiers pas parmi bien d'autres qu'on peut faire pour influencer ses interlocuteurs et les rendre plus réceptifs à l'argumentaire présenté. Ces premiers pas peuvent revêtir différentes formes et ont reçu divers noms de la part des spécialistes de l'étude du comportement. Cadre, point d'ancrage, accroche, état d'esprit, premières impressions. Nous allons traiter chacun de ces procédés dans les pages qui suivent et je les qualifierai d'éléments d'ouverture, car ils ouvrent la voie à l'influence de deux manières. Premièrement, ils lancent simplement le processus, fournissant un point de départ à des propositions persuasives. Mais c'est dans leur seconde fonction qu'ils ouvrent la voie à la persuasion, en levant les obstacles existants. Dans ce rôle, ils favorisent l'ouverture des esprits et, pour ceux qui doivent user de leur force de persuasion comme Jim, des portes verrouillées. Les similarités. J'ai entendu de la bouche des professionnels de la persuasion une plaisanterie sur les difficultés de convaincre les clients potentiels d'aller dans la direction souhaitée. Il s'agit d'un échange entre le représentant commercial d'une société de marketing et un client potentiel souhaitant commercialiser une nouvelle marque d'épinards surgelés. Client. Vous avez de l'expérience dans le marketing des nouveaux produits alimentaires? Commercial. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Client. Dans les produits alimentaires surgelés? Commercial. Oui, tout à fait. Client. Et les légumes surgelés? Commercial. Au cours des années, nous avons lancé plusieurs types de légumes surgelés. Client. Des épinards? Commercial. Oui, y compris des épinards. Client, qui se penche avidement, la voix fébrile. En branche ou haché? Lors de conférences professionnelles, cette blague provoque des rires entendus et moqueurs chez les spécialistes de l'influence. Elle n'est bien entendu jamais amusante quand elle les concerne au premier chef. Quand un contrat ou une vente leur est passé sous le nez parce qu'un client potentiel, s'attardant sur une différence, n'a pas eu une vision d'ensemble de l'offre proposée par le commercial. La réaction de mépris à la chute de la blague m'a toujours surpris, car j'ai vu des adeptes de la persuasion se rendre coupables de cette même étroitesse d'esprit, non pas lors d'entretiens avec des clients, mais au cours de séances de formation destinées à les préparer à ces entretiens. Peu de temps après avoir infiltré les formations destinées aux professionnels de la persuasion, je suis tombé sur un phénomène étrange. On informait presque toujours les participants que dans leur profession, il fallait employer une méthode de persuasion différente de celle qui était en vigueur dans des secteurs apparentés. Pour influencer les gens, on procède différemment dans la publicité que dans le marketing que dans la levée de fonds, dans la levée de fonds que dans les relations publiques, dans les relations publiques que dans les groupes de pression et dans les groupes de pression que dans le recrutement, etc. En outre, on faisait également des distinctions au sein d'une même profession. Ce n'est pas la même chose de vendre des assurances-vie et des assurances temporaires,
des camions et des voitures, par correspondance ou en ligne et en boutique, à un particulier et à une entreprise, en gros et au détail. Les formateurs ne se trompaient pas en distinguant leurs domaines de ceux des professions proches. Mais, en faisant régulièrement référence à leur singularité, ils commettaient 2 erreurs de jugement. Tout d'abord, ils se détournaient de l'essentiel du sujet en s'attardant sur des distinctions accessoires. Pire, en mettant l'accent sur les différences entre les professions à succès de la communication, ils négligeaient une autre question pourtant extrêmement utile. Quelles sont les similarités ? Cet oubli s'apparentait à une grave lacune, car si les stagiaires avaient eu la possibilité de découvrir le large éventail d'éléments convaincants dans toutes les situations où l'influence est primordiale, cela les aurait aidés à emporter le morceau en toutes circonstances, aussi bien nouvelles que familières. Si on leur apprenait à cerner et à employer les principes universels à la base d'une persuasion efficace, les détails du changement qu'ils souhaiteraient obtenir n'auraient aucune importance. Tout marcherait comme sur des roulettes, que leur tentative pour influencer leur interlocuteur concerne la vente en gros ou la vente au détail, les assurances vie ou les assurances temporaires, les épinards en branche ou hachés. Au cours de tout ce temps passé à examiner les formations commerciales, mon objectif a alors été de découvrir ce qui rapprochait les meilleures stratégies axées sur l'influence. Pendant cette période qui a duré près de 3 ans, une question m'a taraudé. Quels atouts ces approches ont-elles en commun pour fonctionner si bien ? Leur nombre limité m'a surpris au terme de mon enquête. Je n'ai identifié que 6 principes psychologiques régulièrement adoptés dans les activités durablement florissantes utilisant l'influence. La réciprocité, la sympathie, la preuve sociale, l'autorité, la rareté et la cohérence. Il s'agit de certains principes universels de la persuasion auxquels j'ai consacré un chapitre entier dans mon précédent livre, Influence et manipulation. Les différences. Dans Persuasion, j'ai essayé de reprendre ces principes tout en les traitant sous un angle différent. Le précédent ouvrage était destiné à enseigner aux consommateurs comment résister aux tentatives d'influence indues ou importunes. Un fait m'a poussé à écrire le présent ouvrage. Bien qu'Influence ait fait l'objet de multiples éditions et se soit vendu bien plus que je n'aurais pu l'imaginer, rares sont les groupes de consommateurs à m'avoir contacté après avoir lu l'ouvrage. Mais mon téléphone n'a pas arrêté de sonner avec 2 sortes d'appels. Des représentants d'entreprises m'invitaient à prendre la parole devant leur groupe, et des lecteurs souhaitaient savoir comment être plus influents dans leur interaction quotidienne avec leurs collègues, amis, voisins et proches. Manifestement, nombre de personnes ne souhaitaient pas simplement apprendre à détourner ou rejeter les tentatives de persuasion, mais avaient soif d'apprendre à exploiter les techniques de persuasion. Contrairement à Influence et manipulation, ce livre a notamment pour objectif de contribuer à étancher directement cette soif, mais avec modération, et ce, à 2 titres. Le premier concerne la morale du succès par la persuasion. Ce n'est pas parce que nous pouvons employer des astuces psychologiques pour obtenir un consentement que nous sommes habilités à le faire. Ces tactiques peuvent servir à bon ou mauvais escient. Il est possible de les élaborer pour tromper et donc exploiter autrui, mais aussi pour informer et donc rendre l'autre meilleur. Le chapitre 13 donne des raisons, outre celles traditionnelles des conséquences économiques d'une réputation entachée, pour lesquelles les organisations doivent fuir comme la peste les pratiques immorales en matière de persuasion. Celles-ci attireront et feront rester les employés qui jugent acceptable de tricher et qui finiront par berner leur entreprise. Ce livre respecte un second principe. Bien qu'il puisse être librement agrémenté d'illustrations et de récits personnels, son propos doit reposer sur des preuves scientifiques. Pour influencer avec succès, une approche scientifique offre un réel avantage. La persuasion a toujours été considérée comme un art insaisissable, le territoire de rares individus qui savent intuitivement bien tourner une phrase. Mais ces 50 dernières années, l'étude de la persuasion a pris un tournant radical qui permet à tout le monde d'en profiter, au même titre que les surdoués en la matière. Les chercheurs adoptent une démarche scientifique rigoureuse pour savoir quel message pousse les gens à céder, obtempérer et changer. Ils ont décrit la différence d'effets parfois stupéfiante que peut avoir la même offre selon qu'elle est présentée de manière classique ou formulée à bon escient. Au-delà du seul impact des effets obtenus, les résultats présentent une caractéristique notable. Le processus de persuasion est régi par des lois psychologiques, ce qui signifie que des procédés similaires
peuvent produire des résultats similaires dans un grand nombre de situations. Et si la persuasion est légitime, elle peut, contrairement à l'inspiration artistique, s'apprendre. Que vous ayez ou non un certain talent pour influencer les autres, que vous connaissiez ou non les méthodes employées, que vous excelliez ou non dans l'art de manier la langue, il est possible d'apprendre de manière scientifique des techniques avérées permettant à tout à chacun d'être plus influent. Le présent ouvrage se démarque d'influence et manipulation par les arguments scientifiques avancés, qui ne concernent pas seulement ce qu'il faut dire pour persuader l'autre, mais également quand il faut le dire. Ces données permettent d'apprendre à repérer les moments d'influence naturelle. Il est également possible, mais moralement plus discutable, d'apprendre à créer, provoquer ces moments. Qu'elle guette ou crée ces moments, la personne sachant formuler une demande, une recommandation ou une proposition au bon moment s'y prend exceptionnellement bien. Tout est une question de timing. Il était temps que je termine ce livre qui traite dans un certain sens du bon timing. En fait, il a vu le jour avec plusieurs années de retard. Mon intention était de l'écrire pendant la période de disponibilité que j'avais prise dans mon université de rattachement pour rejoindre une école de commerce très connue. J'avais pensé que là-bas, des collègues qui s'y connaissaient pourraient m'aider à réfléchir à des thèmes pertinents et que j'aurais plus de temps libre à ma disposition pour écrire. 1 mois environ avant mon transfert, j'étais en train de négocier avec le vice-doyen afin de rendre mon séjour plus fructueux. Un bureau à proximité d'éminents collègues, une secrétaire, un téléphone, une place de parking et un accès privilégié à la bibliothèque. Quand j'ai reçu de sa part un funeste appel téléphonique. La conversation a débuté merveilleusement bien. Il a dit « Bob, j'ai une bonne nouvelle. J'ai pu vous obtenir le bureau que vous souhaitiez, équipé d'un ordinateur plus puissant que celui que vous avez demandé. Concernant la secrétaire, la bibliothèque, la place de parking, les appels longue distance, ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout ça. » Je lui étais très reconnaissant et lui ai dit à quel point j'appréciais tout ce qu'il avait fait pour moi. Il a marqué un temps d'arrêt et répondu « Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Nous venons de l'apprendre, il nous faut un enseignant pour le cours de marketing spécialisé du master de gestion. Je suis dans le pétrin et vous me retireriez une belle épine du pied si vous acceptiez de prendre ce cours. » Je savais qu'en accédant à sa demande, je ruinerais mes chances de terminer cet ouvrage pendant mon séjour dans cette école. Car 1, je n'avais jamais enseigné dans une école de commerce, ce qui signifiait qu'il me faudrait me familiariser avec toute une série de règles pédagogiques que je ne connaissais pas. 2, je n'avais jamais eu la charge d'un cours de marketing, ce qui impliquait la création de tout un programme avec les conférences, lectures, exercices et examens adaptés. Et 3, je n'avais jamais enseigné à des étudiants de master en gestion. Cela signifiait que pour la première fois de ma carrière, une grande partie de mes activités en dehors des cours serait consacrée aux questions, commentaires et besoins des étudiants connus pour être les plus impitoyables qui existent. Les étudiants de première année en master de gestion. J'ai néanmoins accepté. Je ne voyais pas d'autre solution convenable, surtout après avoir exprimé mes remerciements sincères à cette personne qui avait su choisir le bon moment pour formuler sa demande. S'il me l'avait demandé la veille ou le lendemain, j'aurais pu refuser en expliquant que j'avais un projet d'écriture pendant ma période de disponibilité. Mais les circonstances étaient différentes en ce moment privilégié qu'il avait suscité. Vu ce qu'il venait à l'instant de faire pour moi, je n'avais d'autre choix socialement acceptable que d'accéder à sa demande. Je pouvais m'estimer heureux qu'il n'ait pas besoin d'un raincin. Par conséquent, vu les circonstances, le oui s'imposait indéniablement. Et à la fin de cette période de disponibilité censée me servir à écrire cet ouvrage, il n'y eut point d'ouvrage. Mes proches étaient déçus, tout comme quelques éditeurs, ainsi que moi-même. Je vois cependant 2 avantages à cette suite d'événements. Tout d'abord, dans le domaine de la science de la persuasion, les chercheurs ont tiré de nouvelles conclusions instructives que j'ai intégrées à mon manuscrit. Ensuite, la manœuvre extraordinairement efficace du vice-doyen illustre un principe essentiel traité dans cet ouvrage. La persuasion offre des fenêtres de tir qui sont loin d'être ouvertes en permanence. Je suis sûr que j'aurais été capable de trouver les ressources nécessaires pour refuser la demande de cet homme si celle-ci avait été formulée plus tard, à l'occasion d'un autre appel téléphonique. Si j'ai introduit la notion de moment privilégié, c'est parce que les actes persuasifs créent souvent chez les autres une réceptivité uniquement temporaire. L'adjectif privilégié a une signification très simple, faisant référence à un statut spécial. Le substantif moment
est quant à lui plus complexe, présentant deux significations. L'une renvoie à une période délimitée dans le temps, en l'occurrence la fenêtre de tir suivant un élément d'ouverture persuasif lorsque la proposition a le plus de poids. L'autre connotation est physique et fait référence à une force de levier unique provoquant un mouvement sans précédent. Ces deux dimensions associées, temporelles d'un côté et physique de l'autre, ont la capacité de provoquer un changement extraordinaire dans une troisième dimension, d'ordre psychologique. Les chapitres à suivre, décrits brièvement ci-dessous, vous montrent comment ce phénomène opère. Première partie, la persuasion, le préalable indispensable à l'orientation de l'attention. Chapitre 2, les moments privilégiés. Le chapitre 2 explique la notion de moment privilégié, ces instants temporellement identifiables au cours desquels une personne est particulièrement réceptive au message de son interlocuteur. Ce chapitre présente et défend également une thèse fondamentale. Le conseil le plus précis ou utile constitue rarement le facteur le plus susceptible de déterminer le choix d'un individu dans une situation donnée. C'est plutôt l'élément mis en avant, donc privilégié, au moment de la décision. Chapitre 3. L'importance de l'attention, c'est l'importance. Le chapitre 3 explore et décrit la raison centrale pour laquelle l'attention orientée mène à la persuasion. L'être humain a tendance à accorder une importance excessive à une idée dès lors que son attention est orientée vers elle. Ce chapitre examine les effets de l'attention orientée dans 3 domaines. Le marketing en ligne efficace, les commentaires positifs de consommateurs sur des produits et les campagnes de propagande réussies en temps de guerre. Chapitre 4. Quand l'objet de l'attention devient une cause. Le chapitre 4 fournit un second lien entre attention orientée et persuasion. Si la focalisation attentionnelle amène à une perception de l'importance, elle conduit également à une perception de la causalité. Quand une personne prête particulièrement attention à un facteur, elle est plus à même de le percevoir comme une cause. On observe, dans le choix des numéros de loterie et le faux témoignage lors d'interrogatoires de police, le rôle persuasif de cet effet consistant à percevoir comme une cause l'objet de l'attention. Chapitre 5. Les éléments directeurs de l'attention. 1. Les facteurs d'attraction. Si une attention accrue offre un avantage en termes de persuasion, existe-t-il des informations qui déclenchent automatiquement cette attention, ne demandant ainsi à l'émetteur du message aucun effort particulier? Le chapitre 5 étudie plusieurs éléments directeurs naturels de l'attention, le sexuel, le menaçant et le différent. Chapitre 6. Les éléments directeurs de l'attention. 2. Les facteurs magnétiques. Attirer l'attention à l'aide d'un stimulus particulier offre des avantages, mais retenir cette attention constitue un atout précieux. L'orateur capable de river l'esprit de son public sur les éléments favorables d'un argument accroît ses chances de ne pas voir ce dernier contesté par des opinions contraires, lesquelles demeurent ainsi hors du champ de l'attention. Le chapitre 6 traite certains types d'informations associant pouvoir d'attraction initiale et capacité de résistance, celles qui sont intrinsèquement pertinentes, incomplètes ou mystérieuses. Deuxième partie, processus. Le rôle de l'association. Chapitre 7. L'importance des associations. Je relis, donc je suis. Une fois l'attention orientée vers un concept donné, comment faire pour que ce concept entraîne une modification de la réaction? Toute activité mentale se compose de schémas d'association, et les tentatives d'influence, y compris de type persuasif, ne portent leurs fruits que si les associations déclenchées favorisent le changement. Le chapitre 7 montre en quoi le langage et l'imagerie peuvent servir à obtenir de bons résultats, tels que de meilleures performances au travail, des évaluations d'employés plus positives et, dans un cas plus particulièrement remarquable, la libération de prisonniers enlevés par les talibans en Afghanistan. Chapitre 8. La géographie de la persuasion. Les bons endroits et les bonnes traces. Il existe une géographie de l'influence. Tout comme les mots et les images, les endroits peuvent déclencher des associations favorables au changement. Il devient alors possible de nous faire aller dans la direction souhaitée après avoir repéré des environnements physiques et psychologiques émettant des signaux en lien avec nos objectifs. Les personnes influentes peuvent également parvenir à leur fin en orientant les autres vers des environnements
qui envoient des signaux servant leur cause. Ainsi, les jeunes femmes exécutent mieux des tâches scientifiques, mathématiques et de direction si on leur réserve des pièces ornées par exemple de photos de femmes qui sont parvenues à maîtriser ces tâches. Chapitre 9. La mécanique de la persuasion. Cause, contrainte et correctif. Un communicant parvient à persuader ses interlocuteurs en faisant en sorte que ces derniers se concentrent sur des concepts liés, par association, aux informations qu'il souhaite fournir. Mais quel est précisément le mécanisme employé? La réponse comprend une caractéristique méconnue de l'activité mentale. Ces éléments ne se déclenchent pas lorsqu'ils sont prêts, mais lorsqu'ils ont été préparés. Le chapitre 9 étudie ce mécanisme dans toute une série de phénomènes. Le fonctionnement de l'imagerie publicitaire, la persuasion des bébés en vue de la serviabilité et la persuasion des personnes dépendantes aux opiacés afin de leur faire suivre une activité thérapeutique essentielle, qu'elles refusent dans tous les autres cas de figure. Troisième partie, pratique d'excellence, l'optimisation de la persuasion. Chapitre 10, les voies d'accès au changement, des grands boulevards aux petits raccourcis. Sur quel concept faire porter l'attention des interlocuteurs afin que l'effet persuasif soit maximal? L'attention doit être orientée sur l'un des principes universels de l'influence traité dans mon précédent ouvrage, Influence et manipulation. La réciprocité, la sympathie, l'autorité, la preuve sociale, la rareté et la cohérence. Ces principes ne fonctionnent pas à merveille pour rien, car ils orientent généralement dans la bonne direction au moment où on doit décider de la marche à suivre. Chapitre 11. Unité. 1. Être ensemble. Le chapitre 11 révèle un 7e principe universel de l'influence, l'unité. Il existe un certain type d'unité, d'identité, qui caractérise au mieux une relation collective. Il suffit d'en faire prendre conscience l'autre avec persuasion pour obtenir de ce dernier une acceptation, une coopération, une sympathie, une aide et une confiance accrue, et par conséquent, son consentement. Ce chapitre décrit le premier des 2 principaux moyens de créer des relations collectives, en présentant des points communs génétiques associés à la famille et à l'endroit. Chapitre 12. Unité. 2. Agir ensemble. Outre l'effet unificateur des points communs généalogiques ou géographiques, les relations collectives peuvent résulter d'une action commune menée de manière synchrone ou en collaboration. Quand les gens agissent de concert, ils se retrouvent unis, et quand cette action collective est obtenue grâce à la persuasion, vous obtenez une sympathie et un soutien mutuel. Le chapitre 12 illustre ce phénomène par des exemples. Plus grande solidarité entre inconnus, coopération entre coéquipiers, abnégation chez des enfants de 4 ans, amitié entre camarades de classe, amour entre étudiants et fidélité entre consommateurs et marques. Chapitre 13. Un usage éthique. Considération pré-persuasive. Les personnes usant d'une approche persuasive doivent choisir ce qu'elles souhaitent présenter juste avant de délivrer leur message, mais également prendre une décision préalable. Doivent-elles, d'un point de vue moral, utiliser ou non cette méthode? Souvent, les intervenants des entreprises placent le bénéfice au-dessus de la morale à l'heure de formuler des propositions. Il est donc logique de s'inquiéter de l'emploi immoral des pratiques de persuasion décrites dans le présent ouvrage. Mais le chapitre 13 dissuade d'une utilisation contraire à la morale, en s'appuyant sur des études qui indiquent que cela joue contre l'intérêt de l'organisation de 3 manières flagrantes. Chapitre 14. Post-suasion. Les répercussions. En détournant momentanément l'attention de leur interlocuteur, les adeptes de la persuasion souhaitent obtenir non pas un changement temporaire, mais une modification durable. Le chapitre 14 montre à l'aide des données de la science du comportement que 2 méthodes permettent de bien ancrer ces changements et de les faire durer au-delà des instants de persuasion. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.